Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 31 mars pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement proposés chaque matin par les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone à connaître si vous souhaitez participer ou réagir à cette matinale, le 06 84 54 77 23. Un numéro qui vous permet par exemple de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, ou bien tout simplement à nous indiquer quel temps fait-il en ce dernier jour du mois de mars du côté de chez vous. Et justement, jetons un rapide coup d'œil à la carte météo du jour qui s'affiche. Et vous le voyez, le ciel reste très lumineux en cette matinée, après un lundi également ensoleillé en seconde partie de journée. Du côté des températures, elles sont assez fraîches ce matin, entre 4 et 7 degrés d'est en ouest. Les nuages, eux, deviennent nombreux et menaçants en courant d'après-midi avec quelques ondées possibles en Vendée. Les températures restent stables par rapport à celles de la veille, 13 à 14 degrés en moyenne, avec un vent de nord-ouest qui souffle de 20 à 30 km/h aujourd'hui. Direction le littoral pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour. À la Tranche-sur-Mer, vous le voyez à l'instant qui s'affiche, première basse mer à 10h35, ce qui veut dire que l'océan se retire petit à petit, et ce jusqu'à 10h35 à la Tranche-sur-Mer pour une prochaine pleine mer, cette fois-ci à 17h25. Coefficient du jour 80 à 86, vous l'avez donc compris, les coefficients augmentent petit à petit en cette fin du mois de mars. Et puis direction cette fois-ci le Nord-Vendée et le passage du Gois à Beauvoir-sur-Mer. Première basse mer 11h01, prochaine pleine mer 17h03. Je vous le rappelle, comme chaque matin, petite indication, plus les coefficients sont élevés, plus vous avez de la marge pour traverser le passage du Gois jusqu'à 1h30 avant et après l'heure de marée basse. Un mot des chantiers que vous pourriez retrouver aujourd'hui sur le réseau routier vendéen. Si vous prenez votre voiture pour aller au travail, pour emmener vos enfants à l'école ou pour tout simplement aller faire vos courses, direction tout d'abord le secteur de la Châtaigneraie. Des travaux de purge en prévision de la réfection de la chaussée de la D19 qui relie la Châtaigneraie aux communes de Loches-Fougerolles et Sainte-Maurice-d'Hainaut sont en cours, ce qui veut dire que les voies sont interdites. Une déviation est mise en place jusqu'au 24 avril prochain dans le sud Vendée, à Saint-Jean-d'Hermine et plus précisément dans le bourg de la commune déléguée de Saint-Jean-de-Beugnies où commencent ce lundi des travaux de détection de réseau. Un feu en alternat pourrait donc être à l'origine de ralentissements sur cette D137 et ce jusqu'à la fin du mois de mai. Enfin, à La Roche-sur-Yon et sur la route de Nantes, cette fameuse 4 voies qui vous amène jusqu'en Loire-Atlantique. Plusieurs basculements de voies sont opérés depuis ce mardi et ce tout au long de la semaine. Donc attention, de possibles ralentissements sont attendus sur cet axe. Et puis également information de ce matin, le périphérique de Nantes est fortement ralenti du côté du pont de Bellevue. Des transporteurs sont sur la voie de droite et stationnent au ralenti. Alors prudence si vous allez sur le secteur de Nantes ce matin. Il est l'heure de passer sans plus attendre au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Ce lundi 30 mars a été donné le coup d'envoi de la 53e édition du Mondial Football Montaigu avec une première journée du Challenge Nation féminin. 3 rencontres ont donc eu lieu hier avec l'entrée en lice de l'équipe de France qui s'est inclinée 2-0 face au Portugal. Et pour savoir ce qui vous attend dans les prochains jours, les précisions avec Paul Deswatines. Le Mondial de Montaigu, c'est un peu la Coupe du Monde avant l'heure en Vendée. Ce tournoi international pour les jeunes joueurs de moins de 16 ans a lieu chaque année en Vendée à Montaigu, mais pas que. Pour les matchs des nations, les équipes jouent dans 4 autres stades. Créé en 1973, le Mondial est devenu une référence mondiale pour le football de jeunes. De nombreuses stars ont foulé les pelouses vendéennes, comme Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou Vinicius Junior. Repère des recruteurs à la recherche des stars de demain, le Mondial attire
à la fois des équipes nationales venues du monde entier et des clubs français de renom. Cette année, on retrouvera par exemple le Japon, la Chine ou encore le Pérou, mais aussi l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Étienne ou le FC Nantes parmi les clubs professionnels. Au fil des années, le mondial s'est développé et il comporte aujourd'hui 3 tournois Nation Hommes, Nation Femmes et Clubs. Chez les femmes, d'abord, c'est un groupe unique de 6 équipes suivi d'une finale et de matchs de classement. Chez les hommes, 2 groupes de 8 équipes s'affrontent avec une phase finale qui inclut demi-finale et finale. Les rencontres se jouent en demi-temps de 40 minutes. Le tournoi club, quant à lui, débutera vendredi et se jouera sur différents terrains de terre de Montaigu. Maintenant, vous savez tout pour aller suivre le tournoi, dont je vous le rappelle, l'entrée est toujours gratuite. Et l'équipe de France masculine débutera, elle, son tournoi jeudi à 18h30 contre la Côte d'Ivoire. Et nous vous donnons rendez-vous sur TV Vendée pour suivre les finales Nations hommes et femmes dimanche 5 et lundi 6 avril en fin de journée sur notre antenne. On poursuit cette page sport avec l'un des projets majeurs du sport en Vendée durant les 2 prochaines années. Le département de la Vendée lance la construction d'une toute nouvelle maison des sports à La Roche-sur-Yon. Une construction pilotée avec le comité départemental olympique et sportif de Vendée. 3600 mètres carrés qui accueilleront 33 comités sportifs, du matériel et permettront l'organisation de réunions. Autre nouveauté, l'ouverture d'une maison sport santé dans ces locaux. Sur le bâtiment, nous, ce qu'on a voulu, c'est évidemment retranscrire l'idée de mouvement, ce que vous me disiez. C'est donc retranscrire ça sur un bâtiment qui ne bouge pas, c'est pas simple. Donc on est arrivé à la conclusion de dire, si c'est pas le bâtiment qui bouge, il va falloir qu'on perçoive ce mouvement par le mouvement de la personne, donc il va être autour, en mouvement dans son véhicule, à pied, en vélo. Et donc on a mis en place des matériaux comme un métal irisé qui va changer de couleur suivant la luminosité, suivant le mouvement justement, et qui va donc varier ses couleurs. Et un autre point, c'est donc l'utilisation sur le bâtiment principal des grands éléments verticaux bois qui vont là aussi former un mouvement avec le mouvement de la personne et le déplacement de la personne, ce qui fait qu'on aura l'impression que cette maison des sports est en mouvement. Alors évidemment, le bâtiment ne bouge pas, mais c'est l'impression que ça va donner. Et début de ce chantier de 17 millions d'euros prévu en 2027 pour une livraison en novembre 2028. L'actuelle maison des sports accueillera, elle, le pôle solidarité du département. À l'appel des syndicats FSU, FSO, CGT, CFDT, Éducation et Sud Éducation, professeurs et parents d'élèves du premier degré étaient réunis hier après-midi devant l'inspection académique. Une mobilisation en lien avec le nouveau projet de carte scolaire qui prévoit 47 fermetures de classes pour 7 ouvertures dans le département. Écoles menacées, classes surchargées ou encore avenir incertain. Pour certains enseignants, les préoccupations sont donc nombreuses. Avec la suppression de cette classe, je vais perdre mon poste et donc sans savoir où je vais travailler l'année prochaine pour l'instant. Et ça fait 2 ans qu'on s'inquiète aussi de la situation, donc oui, c'est inquiétant et c'est pas une façon de travailler rassurante en fait et sereine. Moi, de par mon expérience, je pense que 20 élèves par classe, c'est grand maximum. On nous demande de nous adapter aux besoins de chaque élève, mais on ne nous en donne pas les moyens. Donc là, c'est plus possible, on ne peut plus accepter ça. On passerait d'une école à 4 classes à une école 3 classes, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des classes surchargées, 23 voire 24 élèves minimum par classe. Et pour moi-même, en tant que directrice, je vais perdre ma journée de direction, ce qui fait que voilà, je vais devoir effectuer le travail, mais avec une seule journée de décharge par mois. Et une nouvelle manifestation est prévue ce mardi, place Napoléon, à 10h30, avant une nouvelle assemblée générale des représentants syndicaux. La section vendéenne de l'ANR, l'Association nationale des retraités, a organisé récemment sa 70e assemblée générale à Aisne. L'occasion pour les retraités vendéens de se retrouver pour échanger. C'est l'objectif de l'association de se préoccuper du bien-être des seniors, de mettre en place des ateliers, des activités de loisirs et des sorties pour rompre l'isolement n'a pas changé. Le profil et les envies des retraités, eux, évoluent avec la société. Je trouve que les retraités se portent de mieux en mieux. Et finalement, quand ils arrivent à la retraite, ils font plein d'activités, plein de sorties, des tas de choses qu'ils n'ont pas pu faire dans leur vie active.
Et c'est peut-être aussi pourquoi on a du mal à les recruter dans les associations, parce que bon, ils veulent un peu plus profiter de leur vie de retraités. Là, ils font beaucoup plus de sport qu'autrefois. Et aussi peut-être plus de sociabilité. Donc il y a énormément d'associations en Vendée. La Vendée qui compte plus de 230 000 habitants de 60 ans et plus selon l'INSEE. L'actualité en bref, c'est également l'annonce du résultat définitif de la collecte du Téléthon 2025 en Vendée et dans les Pays de la Loire. Et ce que l'on peut dire, c'est que les Vendéens ont une nouvelle fois répondu présent par leurs dons. 1 447 577 € ont ainsi été récoltés, soit la deuxième collecte jamais réalisée dans le département depuis 1987, a confirmé l'AFM Téléthon. Des animations vendéennes qui ont permis à elles seules, par exemple, de collecter plus de 580 000 €. Le combat contre les maladies rares continue car 95% d'entre elles restent sans traitement. La 40e édition du Téléthon a déjà été annoncée et aura lieu les 4 et 5 décembre prochains. Elle n'était plus que 7 à vivre dans les 7000 m² de bâtiments du monastère de la Visitation à La Roche-sur-Yon, trop peu nombreuses pour faire vivre pleinement ce lieu, classé monument remarquable. Les sœurs ont donc commencé à déménager avec un départ définitif le 16 avril prochain. Elles ont déjà organisé des vides-maisons, donné de nombreuses affaires à des associations. Un dernier moment avec du public sera organisé le dimanche 12 avril à 15 h. Reportage Louise Ménoury. Elles ont commencé à faire leur carton. Ça y est, les sœurs quittent le monastère de la Visitation. Un départ précipité par le manque de vocation. Installées depuis 1997, les religieuses ne sont désormais plus que 7 à y habiter. Ce monastère-là a été construit pour recevoir 30 sœurs. Quand nous sommes arrivés, nous étions 26. Donc c'était très bien. Mais après, quand le nombre diminue, on ne peut plus, même aussi au point de vue non seulement des bâtiments, mais de la communauté, vivre à 25, c'est une... Mais quand on se retrouve 12, 11 et 8 ou 9, on ne peut plus fonctionner de la même manière, quoi. Elles sont 6 à partir s'installer en Bourgogne, dans le monastère de Paray-le-Monial, à près de 600 km de la Vendée. Un choix mûrement réfléchi. On s'est réunis très régulièrement, on a parlé, chacune était tout à fait libre de choisir, elle disait ses impressions, donc là on a eu la grande liberté, oui. Ce que j'ai regardé, c'était, pour moi qui connaissais, c'était la communauté déjà, le lieu, le bâtiment, le jardin, l'esprit, et voilà, je suis même allée faire un petit séjour de 10 jours pour sentir, et puis pour pouvoir communiquer aux sœurs ce que j'avais vu. Partir à 6, c'est pas du tout la même chose que de partir une là. Et pour moi, c'est très réconfortant. Pour la doyenne du groupe, sœur Marie-Dominique, ce déménagement est une étape éprouvante. Ça a été très difficile. Et à chaque fois qu'on en parlait, moi, je me disais, je ne serai jamais prête à quitter ce monastère. Et quand on a déménagé pour venir ici, pour moi, je pensais qu'on allait y rester. Ça fait au moins presque 2 ans qu'on a commencé à faire du triage. Les visitandines quitteront les lieux le 16 avril 2026. L'ICES, qui a acquis le bâtiment, devrait ensuite le transformer en lieu d'études ou en résidence étudiante. La commune de Mouilleron-le-Captif et son comité d'animation viennent de présenter la 2e édition de Beaupuy en fête, un événement qui se déroulera le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2026 dans le village de Beaupuy. Au programme concerts, spectacles, jeux interactifs et bien évidemment artistes vendéens seront de la partie. Un appel à bénévoles sera lancé dès demain, mercredi 1er avril. Une centaine de personnes seront recherchées. Le but de Beaupuy en fait, c'est de rassembler les gens pour des sourires, pour le plaisir, pour la culture aussi, pour éveiller la culture auprès de nos enfants. C'est parce que c'est pour cette raison que nous faisons un volet pédagogique avec nos écoles dans les jours qui précèdent le festival. Et on peut dire que c'est le plaisir de rassembler les gens, et le comité d'animation qui nous aide dans la co-organisation a été créé avec cette vocation de faire vivre ce village quelques jours par an pour des festivités. Il y a un petit côté magique.
tout cas, nous, on a axé sur une nouvelle animation qui est le mur LED, parce qu'on trouvait qu'il y avait un créneau ado qui n'était pas pris en considération. Et donc, on a voulu accentuer sur le sujet, en fait. Alors, il va y avoir un animateur en permanence pendant tout le week-end qui va accompagner les participants. C'est un jeu interactif, ou des activités interactives plutôt, où il y a une 50aine de jeux qui sont proposés. Ça peut être du sportif, du ludique, et c'est surtout intergénérationnel. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Jetons un rapide coup d'œil à la météo de votre mardi 31 mars. Et vous le voyez, vous vous êtes sans doute réveillé sous un ciel très lumineux en cette matinée, avec des températures assez fraîches, 4 à 7 degrés d'est en ouest. Les nuages deviennent nombreux et menaçants en cours d'après-midi, avec quelques ondées possibles un peu partout en Vendée. Du côté des températures, elles restent stable par rapport à la veille. Le vent souffle de nord-ouest, 20 à 30 km/h. Du côté des températures, 13 à 14 degrés attendus en moyenne cet après-midi. Je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi à ce dispositif engagé réalisé par des étudiants herbretés, un bac à marée disposé sur la plage des Boucholeurs de Noirmoutier. C'est très intéressant parce que c'est une démarche d'abord qui vient d'un lycée professionnel où ils font menuiserie. Et j'ai trouvé intéressant que des jeunes soient impliqués non seulement pour des savoir-faire au niveau professionnel, mais aussi pour des savoir-être concernant les problématiques environnementales et d'être concernés par les déchets abandonnés. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc tout ça, on l'a appuyé, épaulé. Et ça a permis aussi à ce lycée de communiquer avec toutes les communes de Vendée. Et d'avoir donc ces retours-là qui nous permettent aujourd'hui d'installer des bacs. Alors les bacs à marée, c'est des initiatives citoyennes au départ, des gens qui voyaient des déchets s'échouer, qui cherchaient une solution qu'ils ont proposée à des différents élus. Et progressivement, il y a des bacs à marée qui sont installés sur le littoral. Et le bureau d'études de Théo en a fait un indicateur de présence des plastiques le long du littoral français. Donc cet indicateur nous permet de savoir si on en ramasse de plus en plus ou de moins en moins, donc si les politiques publiques sont efficaces aujourd'hui pour diminuer la présence des plastiques dans l'environnement. Les résultats, c'est que pour l'instant, en fonction des vents, donc il y a des résultats différents d'une année sur l'autre. Pour l'instant, on est plutôt quelque chose de très constant. On n'a pas de diminution significative de déchets qui viennent s'échouer sur le littoral actuellement. À qui la faute? On est tous responsables de la situation aujourd'hui qu'on a au niveau des plastiques. Puis il faut dire les choses comme elles sont. Au début, le plastique, personne ne nous a dit que c'était potentiellement toxique pour l'environnement, que c'était toxique pour la biodiversité et que finalement c'est un risque pour la santé humaine. Ça, c'était pas expliqué il y a encore quelques années. Aujourd'hui, les recherches font, que nous on suit, et on fait partie de ceux qui y travaillons, fait qu'effectivement les plastiques deviennent de plus en plus un risque pour la santé humaine. Et donc il faut expliquer pourquoi un plastique déjà ne doit pas être dans l'environnement. D'autant plus important, c'est qu'un plastique qui a été dans l'océan a une particularité, c'est qu'il agglutine, il vectorise les polluants organiques persistants. C'est-à-dire qu'un plastique qui vient de l'océan ne peut plus être recyclé. Voilà. Donc c'est un problème parce que, mais en même temps c'est un discours de vérité. Penser que les plastiques c'est recyclable donc tout va bien. Non, le plastique qui vient de l'océan et les plastiques en général qui ont été dans l'environnement ne sont pas recyclables, donc posent un problème véritable sur les risques écotoxiques. Et vous retrouvez d'ores et déjà ce plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mardi, une nouvelle chronique santé consacrée au service de diabétologie du CHD Vendée. Depuis 2 ans, ce dernier propose aux patients diabétiques de type 1 l'utilisation d'une pompe pour réguler en toute autonomie leur glycémie.
Le diabète, c'est par définition une augmentation du sucre dans le sang. Mais en fait, la problématique, c'est pas un excès de sucre, c'est pas des gens qui mangent trop de sucre, c'est des gens qui n'ont pas assez ou pas du tout d'insuline qui permet au sucre que le corps fabrique ou qui est apporté par la digestion de passer dans les cellules pour les nourrir. Le diabète de type 2, c'est le diabète le plus classique, c'est plus de 5% de la population. Et ça, c'est plutôt médié par un vieillissement. Et donc l'insuline devient moins efficace et le pancréas devient un petit peu plus avare dans sa fabrication. Ce qui fait que petit à petit, progressivement, sur des années, les gens vont avoir besoin de traitements pour renforcer le pancréas ou améliorer cette sensibilité à l'insuline. Le diabète de type 1, c'est quelque chose de beaucoup plus précoce dans la vie, souvent avant l'âge de 25 ans, et c'est une destruction très rapide, en quelques semaines, quelques mois, de toutes les cellules qui fabriquent l'insuline. Et donc, c'est des gens chez qui les médicaments ne vont pas avoir d'efficacité et qui vont être obligés de s'injecter de l'insuline 4, 5, 6 fois par jour ou d'avoir des dispositifs de pompe pour leur envoyer l'insuline à la place du pancréas. Le diabète de type 1, en fait, le traitement, il permet d'avoir un ajustement automatique des doses d'insuline. C'est-à-dire que la problématique, c'est que du coup, ils sont obligés de s'injecter de très nombreuses fois, et puis de choisir la dose, alors sur des critères de la glycémie du moment, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire comme activité. Donc, on considère qu'il y a plus de 250 décisions par jour qui sont prises par chaque patient pour gérer leur maladie. Et puis des fois, comme toutes les décisions, ils se trompent, ils ne sont pas suffisamment précis et ils font des gros malaises derrière parce que le taux de sucre est trop faible. Donc ça fait une énorme charge mentale et puis ça ne permet pas d'avoir un état de santé nickel. On a maintenant des dispositifs de pompe, on dit en boucle fermée, c'est-à-dire qu'ils ont des petits capteurs de glycémie qui mesurent la glycémie toutes les 5 minutes, qui vont envoyer le résultat à la pompe, et en fonction d'un algorithme qu'on a paramétré patient par patient, la pompe va choisir d'envoyer plus ou moins de doses d'insuline. Donc tout à la fois, le diabète est beaucoup plus régulier, et en même temps, les patients sont libérés d'avoir toutes ces décisions à prendre et avoir le risque de se tromper. On a l'avantage et l'inconvénient de ne pas avoir beaucoup de diabétologues correspondants en ville. On a juste une collègue à la clinique Saint-Charles et puis 2 diabétologues à l'hôpital de Châlons avec lesquels on travaille. Et donc, du coup, dans le service, on s'est emparé un peu du système déjà depuis une bonne vingtaine d'années et on va tous, 20, 40, 50% dans un autre site du département. Ce qui fait qu'en fait, tous les patients vendéens peuvent avoir accès à peu près dans les mêmes laps de temps à des consultations spécifiques. Et puis, quand il y a lieu de proposer des prises en charge, elles sont faites à La Roche-sur-Yon, mais les patients de Fontenay-le-Comte y ont accès aussi rapidement que ceux du coin de la rue. Et vous pouvez retrouver chaque mardi une nouvelle chronique santé dans la matinale. Passons désormais à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou encore d'actualité. Aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Effervescence présentée par Catel Lejeune. Au programme de ce nouveau numéro, zoom sur l'exposition L'échappée de Nathalie Bécouche ou encore entretien avec l'artiste peintre Nadia Chepera. Merci de nous accueillir ici dans votre atelier. On est ici à la Morvien, précisément sur la commune du Boupère. Et donc vous êtes artiste peintre, comme on peut le voir autour de nous, il y a pas mal de toiles. Donc vous êtes originaire de Montréal à la base, avec une maman française, un papa polonais. Et vous avez commencé par le dessin au départ. La base de votre travail, ça a été au départ le dessin. Et quand est-ce que la peinture vraiment a démarré ? Le dessin, c'est parce que j'ai quitté Montréal quand j'avais 18 ans et j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai toujours eu des cahiers de croquis. Assez rapidement, j'ai vu que je dessinais beaucoup plus que je n'écrivais. Puis assez rapidement, je me suis mise aussi à mélanger toutes sortes de techniques pour pouvoir mettre de la couleur. Mais j'avais jamais fait de peinture à l'huile avant la Bulgarie. J'ai rencontré pas mal de peintres qui m'ont enseigné aussi leur philosophie de peindre et j'ai senti, j'avais été très attirée par tout ce que j'avais appris, mais je sentais qu'il fallait que je me libère un peu de tout ça pour trouver votre identité. Voilà, et donc, mais comme faire des paysages pour moi c'était ringard. J'ai décidé de quand même me cacher un peu pour faire cet exercice de planter mon chevalet dans le vif du paysage et puis d'observer avec une palette de couleurs de peinture à l'huile et de voir un peu qu'est-ce qui pouvait se passer dans cette expérience.
Et ce nouveau numéro d'Effervescence est donc à retrouver dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 4 places pour le concert de Mano le 18 avril prochain au Charfait à Saint-Paul-en-Paré à l'occasion de la sortie de son premier album. Voici la question à laquelle il vous faut répondre cette semaine pour tenter de remporter ces 4 places de concert. Quelle espèce d'arbre disparaît peu à peu des forêts vendéennes? Vous l'avez donc compris, nous cherchons une essence d'arbre qui disparaît peu à peu des forêts dans notre département. Nous avons, il y a peu de temps, proposé un reportage sur cette thématique. Je vous invite donc à rembobiner un petit peu les différentes émissions de la semaine dernière. Un indice en ce mardi 31 mars, le bois de cette essence est très utilisé pour les meubles et de fameuses chaises. Alors, si vous avez trouvé la réponse à cette question, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu, pour répondre à cette question. Et c'est la fin de la matinale. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée. À très vite. Don't worry, baby. Just call my name.